Salut à tous, c'est Ben, je suis très content de vous retrouver pour faire un énorme bilan de cette saison de Pro B 2024-2025 qui vient de se terminer. Allez, accrochez-vous parce que j'ai énormément de choses à vous montrer, ça va être absolument incroyable. Je vais traiter de beaucoup de sujets dans cette vidéo bilan de la Pro B. La vidéo va être un peu longue, mais croyez-moi, vous allez en avoir pour votre, non pas argent, mais pour votre temps. Je vais bien sûr commencer par présenter les 20 clubs qui étaient sur la ligne de départ de cette saison de Pro B 2024-2025. Ensuite, je vais m'intéresser forcément aux moyens financiers des clubs, les budgets et les masses salariales, parce qu'on le sait, souvent, les résultats peuvent être conditionnés, mais c'est pas toujours vrai aux moyens des clubs. Je m'intéresserai ensuite forcément aux différents classements, aux résultats de la saison, le classement final bien entendu, mais pas que, il y a des petites surprises. Et puis je finirai la vidéo par parler de mes surprises, de mes déceptions et également des faits marquants. Il y a vraiment énormément d'informations que je vais vous apporter. Prenez votre temps, tout va bien se passer, on est tranquille, c'est la fin de la saison, il n'y a plus de basket à regarder, alors profitons de parler de la Pro B une dernière fois avant le début de la saison prochaine. Allez, c'est parti, commençons directement par regarder quels étaient les 20 clubs engagés cette saison en Pro B. Je vais commencer déjà par faire un petit récapitulatif des équipes qui étaient descendues de Betclic Elite et de celles qui étaient montées de National 1. Concernant les relégués de Betclic Elite, il y avait 3 équipes, les Mets 92, l'ADA Blois et la Coral de Rouen. 3 équipes, oui, ça peut paraître surprenant, mais rappelez-vous, il y a eu une réforme qui a acté le passage de la Betclic Elite de 18 clubs à 16 clubs, et donc de la Pro B de 18 clubs à 20 clubs. Ce qui fait donc que l'année dernière, il y avait eu 3 descentes de Betclic Elite pour une seule montée de Pro B. Et parmi les 3 équipes donc qui a été reléguées, il y a donc les Mets 92, l'ADA Blois et la Coral de Rouen. En ce qui concerne les équipes promues de National 1, il y en a eu 3. Caen, Hyères-Toulon et Chartres Basket. Là aussi, ça peut paraître surprenant et c'est là qu'on commence à rentrer dans des calculs non pas d'apothicaire, mais dans des calculs parce qu'il est état de finances. Et oui, on le sait, il y a eu ces dernières saisons plusieurs clubs qui ont été assez embêtés par leurs finances. Il y a des clubs qui ont dû mettre la clé sous la porte et il y en a d'autres qui ont dû être rétrogradés par rapport à l'état de leurs finances. C'est le cas notamment des Mets 92, donc qui a été relégués. Les Mets 92 n'ont pas pu assurer leur place en Pro B, ce qui fait donc qu'il y a eu soit des équipes qui ont été repêchées, soit des équipes qui ont bénéficié d'invitations pour accéder au championnat de Pro B. Parce que, hormis les Mets 92, il y a Lille qui avait assuré l'année dernière son maintien en Pro B, qui a déposé le bilan, ils ont mis les clés sous la porte, et donc c'est Évreux qui a été repêché. Évreux l'année dernière qui était dans la charrette pour descendre en National 1. Et donc s'il y a 3 montées de National 1, c'est tout simplement parce que, comme je l'ai dit, les Mets 92 n'ont pas pu assurer leur place, Lille a été rétrogradé, donc Évreux a été repêché et il fallait un autre club. Et donc c'est Chartres, le club de Chartres, qui a bénéficié d'une wildcard, d'une invitation pour participer au championnat 2024-2025 de Pro B. Ok, une fois ça dit, voilà donc les 20 clubs qui étaient donc sur la ligne de départ de cette saison de Pro B. Allez, très rapidement, en me basant sur les logos, petit jeu de vitesse, je vais vous les citer un par un. Il y avait d'abord Poitiers, si je commence en haut à gauche, Boulazac, Poorthez, Fos-sur-Mer, Denain, Nantes, Évreux, Blois, Orléans, Champagne Basket, Roanne, Rouen, Vichy, le SCAB, donc Saint-Chamond, Andrézieux, Boutéon Basket, l'AMSB Aix-Maurienne, Caen, l'ASA, Antibes, Hyères-Toulon et enfin Chartres. 20 clubs dans une Pro B qui a été plus dense que jamais. Maintenant, passons à la deuxième partie. Je vais m'intéresser aux moyens financiers des clubs, donc les budgets et les masses salariales. Alors pourquoi m'intéresser aux moyens financiers des clubs ? Bien tout simplement parce que selon moi, c'est un assez bon indicateur pour jauger vraiment des ambitions des clubs, sur leurs objectifs également. Est-ce qu'on va être plutôt sur des clubs fortunés qui vont donc peut-être un peu plus aspirer à disputer la montée, à jouer le haut du tableau, et à l'inverse, on va avoir des clubs un peu moins à l'aise financièrement qui vont peut-être privilégier de jouer le maintien. Ça, c'est d'une logique assez implacable. Donc commençons par les budgets. Déjà, ce que l'on peut remarquer parmi les plus petits budgets de la division, c'est qu'on retrouve à la 20e et dernière place l'ALM Évreux qui a encore fait face cette saison à des problèmes financiers, qui a dû monter une cagnotte participative. Donc ils ont ouvert le capital afin de rengorger les caisses. Parce que oui, fréquemment, c'est vrai que la LM Évreux est quand même pas mal embêtée par le gendarme financier, la DNCCG. Il y a ensuite Aix-Maurienne avec le 19e budget qui a quand même 100 000 € de plus de budget que Évreux, ça fait quand même un sacré écart. Et puis juste devant, on retrouve l'ASA et Vichy à la 16e place, mais là aussi, il y a un écart assez conséquent entre l'ASA et Vichy.
Ce qui montre et ce qui souligne encore à quel point Évreux dispose d'un budget extrêmement faible par rapport au reste de la division. A l'inverse, du côté des gros budgets, on va retrouver sans grande surprise l'élan béarnais avec 5,5 millions d'euros de budget. Pau Orthez était déjà le plus gros budget de Pro B la saison dernière. C'est un budget vraiment énorme pour de la Pro B, avec là aussi une belle marge sur le deuxième budget qui est Orléans. Et puis, on a un petit nouveau, une petite surprise, c'est le SCAB, voilà, qui se classe à la 3e position des budgets, avec, on le sait, l'arrivée à sa tête du multimillionnaire David Despinas. C'est assez intéressant de noter d'ailleurs que Roanne et Blois, donc deux équipes qui étaient reléguées de Betclic Elite, n'avaient cette saison respectivement que les 5e et 6e budgets, tandis que du côté des promus, hormis Hier-Toulon qui affiche le 17e budget, on va retrouver Caen et Chartres avec les 8e et 7e budgets. Donc des équipes avec des moyens plus qu'intéressants et globalement ça confirme quand même la tendance qu'en moyenne les clubs de Pro B se structurent et augmentent petit à petit leur capacité financière. Maintenant, si on s'intéresse aux masses salariales, il y a quelques différences notables avec les budgets. Notamment la Chorale de Roanne qui affichait le 5e budget, mais par contre qui a la première masse salariale. Et d'assez loin quand même, avec 130 000 euros de plus qu'Orléans. 130 000 euros, ça fait quand même un très gros joueur de Pro B. Et à la 3e place, on va retrouver Caen. Vraiment surprenant quand même pour un promu d'avoir le 8e budget et la 3e masse salariale. On retrouve l'ASA à la 13e place des masses salariales mais qui possède le 18e budget et pour le reste, globalement, la logique est quand même respectée avec Évreux, Aix-Maurienne, Hier-Toulon, Vichy, Denain qui ont des masses salariales assez faibles et là aussi il y a quand même un gap assez conséquent entre les plus faibles masses salariales et Vichy. Et du côté des clubs les plus aisés, comme je l'ai dit, on retrouve Roanne, Orléans, Caen, Pau Orthez ou encore Antibes. Donc une fois ça dit, on peut logiquement dire que les clubs les moins fortunés ont pour principal ou avaient pour principal objectif de se maintenir le plus vite possible et à l'inverse des clubs comme Roanne et Blois voilà, qui viennent de descendre, forcément on se dit qu'avec des moyens quand même assez importants, leur objectif va être de remonter assez rapidement. Là-dessus, je pense que le raisonnement est assez logique. Maintenant, si vous vous rappelez, avant le début de la saison, j'avais sorti 3 vidéos preview dans lesquelles je présentais chaque équipe et je parlais notamment de leurs ambitions. J'avais aussi essayé de pronostiquer le classement final à l'issue de la saison. Vous me voyez venir, c'est le moment de ressortir mon classement prévisionnel et de le comparer avec le classement à l'issue de la saison. Ça va être super intéressant. Voilà donc d'abord le classement final que vous connaissez très certainement avec globalement par rapport à ce qu'on a vu juste avant une logique respectée dans le top 5 avec des équipes aux moyens élevés même si Boulazac et Blois ne figurent pas parmi le top 5 à la fois des budgets et des masses salariales. On peut souligner aussi les magnifiques saisons régulières, en tout cas de l'ASA, d'Aix-Maurienne, voilà, qui font partie des équipes les plus pauvres du championnat. Et encore une fois, ça montre et ça souligne que quand on travaille bien, que l'on fait un bon scouting, on peut rivaliser et faire de bonnes saisons. Le plus dur, forcément, étant de réitérer ces exploits saison après saison. Aix-Maurienne, notamment, est très bien placé pour le savoir. Avec donc sa première place de la saison régulière, Boulazac accède à l'élite. Tandis que vous le savez, l'une des grandes nouveautés de cette saison, c'était l'intégration du 15e de Betclic Elite au play-off d'accession de Pro B, le Portel qui a remporté les play-offs. Il n'y aura donc qu'un seul club de Pro B qui va accéder à l'élite, et concernant les descentes, c'est Chartres et Foss qui évolueront en National 1 la saison prochaine. Chartres n'a pas su mettre à profit son invitation malgré des moyens plus que corrects, on l'a vu, et je le rappelle, Chartres c'était quand même le 7e budget et la 14e masse salariale. Maintenant, comparons avec le classement prévisionnel que j'avais fait juste avant le début de la saison. Ça va être drôle et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'au global, j'ai pas eu le nez vraiment très fin. À ma décharge, il y a eu quand même pas mal de surprises et au rayon des bons pronostics, je ne me suis pas beaucoup loupé sur certaines équipes, notamment sur les saisons du SCAB, de Champagne Basket, de Denain, voilà, Chartres également, et j'ai tapé dans le mille, ou presque dans le mille avec Blois, et surtout Orléans, que j'avais pronostiqué à la bonne place. Par contre, il y a vraiment un énorme écart, un très gros écart, en tout cas dans mon classement d'avant-saison sur les saisons de Roanne, que j'avais mis à la première position et qui termine 5e avec 6 victoires de moins que le leader Boulazac, donc ça fait quand même un très très gros écart de victoire. Puis voilà, forcément, j'avais pronostiqué Boulazac 8e, Boulazac est donc le leader de la saison régulière, donc je me suis vraiment complètement planté, et d'ailleurs je me souviens que dans la preview d'avant-saison, je disais que la perte de Jean-Marc Pansat allait être très pénalisante pour Boulazac.
Ousmane Kroulibaly m'a clairement bien fait mentir. Bon, à côté de ça, il y a aussi d'autres très gros écarts, négatifs d'abord avec Nantes, en qui je croyais vraiment énormément cette saison et que je voyais dans le top 5, qui a complètement et une nouvelle fois raté sa saison. Les Nantais ont longtemps joué le maintien pour au final terminer 16e. Autre écart entre mon classement prévisionnel et le classement final, Fos-sur-Mer, mais ça j'y reviendrai assez rapidement dans cette vidéo, et je me suis aussi énormément planté d'abord sur la saison de l'ASA, mais aussi et surtout de Aix-Maurienne, et là aussi je vais y revenir très vite, croyez-moi. Je vais maintenant m'intéresser aux performances individuelles en ressortant les leaders statistiques aux points, rebonds, passes décisives et à l'évaluation. D'abord, pour le titre de meilleur marqueur, vous le voyez, la palme revient à Christopher Ledlum, le poste 4 de Pau Orthez. A noter d'ailleurs que dans le top 5 des meilleurs marqueurs, il n'y a pas de joueur français et on retrouvera à la rentrée Javen Blair du côté de Rouen et Kyle Ridley du côté de Nantes. Turner, de son côté, a quitté Fos au cours de la saison et Shannon Boggs a signé au Mans où il découvrira la Betclic Elite et la BCM. Chris Ledlum, le meilleur marqueur quant à lui, n'a encore, il me semble, signé nulle part. Du côté des classements des rebonds, c'est Aaron Levariti, le joueur de l'ALM Évreux, qui a dominé les débats, qui a survolé les débats, même avec 9,8 rebonds de moyenne. Il devance d'ailleurs Chris Ledlum. Dans ce classement, on va retrouver deux Français, avec Jonathan Jeanne d'abord, qui sera coéquipier de Shannon Boggs au MSB la saison prochaine, et Jean-Fabrice Dossou qui, de son côté, va poursuivre l'aventure du côté de Nantes. Ousmane Kroulibaly, l'intérieur de Boulazac, découvrira, lui, la Betclic Elite avec le BBD à la rentrée. Et chez les distributeurs de caviar, c'est très serré, mais c'est bien Mr Big Shot, alias Antoine Eto'o, qui est le meilleur passeur du championnat avec 6,4 passes décisives de moyenne, juste devant un autre Français, Théo Magritte. On retrouvera Antoine Eto'o toujours à Antibes la saison prochaine et Siani Chambers du côté de Caen. Enfin, vous voyez la colonne des évaluations avec sa place de meilleur marqueur et de deuxième rebondeur. C'est évidemment Chris Ledlum qui possède la meilleure évaluation devant Jonathan Jeanne, Limour, Aaron Levariti et Lucas Duféal qui lui aussi sera au MSB la saison prochaine où il va retrouver son ancien coach Guillaume Vizade. Et en ce qui concerne les autres distinctions individuelles remises à la fin de la saison, sans surprise, c'est Chris Ledlum qui a été élu MVP de la saison, Lucas Duféal en tant que meilleur contreur du championnat a été élu meilleur défenseur, Jonathan Jeanne, meilleure progression de l'année, Thalys Soulac, meilleur jeune, et enfin Alexandre Ménard avec la montée de Boulazac a été élu meilleur coach de la saison. Bravo à tous ces joueurs et coachs qui nous ont offert une très belle saison de Pro B. Maintenant, juste avant de vous dévoiler mon podium des équipes qui m'ont agréablement surprise et celles qui m'ont déçu, j'ai mis la main sur un petit graphique de la part de Ballmetrics que je trouve hyper intéressant et permet de mettre en corrélation le net rating des équipes avec les masses salariales. Donc c'est assez intéressant pour comparer justement la performance et l'efficacité des équipes par rapport à leurs moyens financiers. C'est très parlant notamment parce qu'on peut ainsi faire des regroupements d'équipes qui ont à la fois sous-performé, d'autres qui ont surperformé et d'autres qui ont au contraire optimisé leurs résultats par rapport à leur masse salariale. Donc du côté des clubs qui ont sous-performé, de mon côté j'ai fait ressortir Rouen qui possédait la plus grosse masse salariale, Antibes, Pau Orthez et Caen, donc qui avaient aussi des moyens importants, et pour Caen c'est quand même à nuancer un petit peu, parce que voilà, on sait que c'est un club qui est promu, donc même avec une grosse masse salariale, on le sait qu'il va y avoir un petit temps, une logique d'adaptation à la division, et également dans l'attractivité du club. C'est pas pareil quand tu es promu de monter même avec des moyens importants, comparé à un club comme Rouen par exemple, qui possède la plus grosse masse salariale, qui vient de descendre, où on peut s'attendre à ce que le club joue directement la montée. Bien sûr, un peu plus bas, mais toujours au niveau des clubs qui ont sous-performé, eh bien, j'ai placé Chartres et Fos-sur-Mer, voilà, avec des moyens très corrects, ils ont quand même très largement sous-performé. Au contraire, du côté des clubs qui ont sous-performé, dans cette catégorie-là, logiquement, c'est plutôt des clubs avec des moyens financiers modestes, voire faibles, voilà, qui ont un net rating vraiment assez important. Et ce qui souligne d'ailleurs que ces clubs-là, souvent, c'est eux qu'on va mettre plutôt dans les bonnes surprises. Donc parmi ces équipes-là, sans grande surprise, on va retrouver Aix-Maurienne, l'ASA, Vichy, Denain et Rouen. Et on a ensuite un dernier groupe, plutôt de clubs qui, selon moi, ont plutôt optimisé leurs résultats par rapport à leurs moyens financiers. C'est notamment Boulazac et Blois. D'ailleurs, j'aurais quasiment pu mettre Boulazac dans la catégorie des équipes qui ont surperformé, parce que Boulazac a quand même des moyens financiers
bien en dessous quand même des équipes qui ont les plus gros budgets, les plus grosses masses salariales. Mais là aussi, encore une fois, le contexte est important et je rappelle que Boulazac, la saison dernière, avait été finaliste des playoffs d'accession et s'était incliné en finale face à La Rochelle. Donc on pouvait quand même supposer au départ de la saison que Boulazac allait jouer le haut du tableau et Boulazac, voilà, allait avoir l'ambition quand même de monter après avoir conservé le socle de son équipe qui avait été jusqu'en finale des playoffs. Ok, maintenant, je pense que je suis enfin prêt pour vous dévoiler les équipes qui m'ont déçu et celles qui m'ont agréablement surprise. Et forcément, le graphe que l'on vient de voir montre une tendance assez forte et forcément, c'est quelque chose qui a influencé mon choix. Donc je commence avec les équipes qui m'ont déçu. Et à la 3e position, je vais parler d'Antibes. Antibes, voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon choix. D'abord, premier point, Antibes, on l'a vu, Antibes c'est un club avec des moyens élevés, que ce soit en termes de budget ou de masse salariale. Le recrutement d'Antibes d'ailleurs avait été assez prometteur et a confirmé quand même ses moyens financiers assez conséquents avec une recrue phare de l'été qui était celle de Antoine Eyto, qui sortait d'une très belle saison sous les couleurs de Chalon en Betclic Elite. Antoine Eyto, voilà, il avait montré déjà en Pro B lorsqu'il avait fait monter le club de Chalon en Betclic Elite, eh bien que c'était un joueur dominant de Pro B. Et donc, avec le recrutement de Antoine Eyto en tête de gondole du recrutement, on pouvait s'attendre à ce que Antibes retrouve ses lettres de noblesse. À côté de ça, quand même, puisqu'il faut le souligner, J.D. Jackson, un entraîneur référencé de LNB et notamment de Betclic Elite, avait été prolongé par le club d'Antibes, ce qui fait que sur le papier, quand même, on avait des noms très alléchants et très attractifs du côté des Sharks. On pouvait raisonnablement s'attendre à une saison de bien meilleure qualité que celle de la saison dernière, puisque je vous le rappelle déjà, la saison dernière, Antibes avait raté les playoffs. Au final, la saison régulière des Sharks a été justement assez irrégulière et les Sharks ont terminé à la 10e place et se sont fait éliminer au play-in. Donc forcément, en termes de résultats comptables par rapport aux moyens de l'équipe et à la constitution de l'effectif, eh bien pour moi c'est une déception. Maintenant, le deuxième point, je l'ai dit, déjà la saison dernière, Antibes avait réalisé une saison décevante avec un démarrage catastrophique. Les Antibois avaient relevé la tête quand J.D. Jackson était arrivé au club, et donc cette année, c'est une nouvelle saison sans play-off. Donc pour une équipe du calibre d'Antibes, c'est quand même très décevant. Le dernier point, et là je vais zoomer à l'intérieur de la saison, c'est quand même cette terrible série de 10 défaites en 11 matchs qu'a subi les Sharks. Mentalement, une telle série, c'est quand même assez terrible. Le staff et les joueurs n'ont pas réussi à trouver le déclic pendant cette longue traversée du désert, au point qu'à un moment, personnellement, je me suis même demandé s'il ne fallait pas créer un électrochoc en se séparant de J.D. Jackson. Heureusement, la lumière a fini par revenir, et je trouve ça positif que J.D. Jackson ait gardé la confiance de ses dirigeants, parce que c'est vrai que dans d'autres structures, avec une telle série de défaites, on peut assez facilement prendre la porte, et à mon avis, pas au bout de 10 défaites. Donc oui, encore une fois, une grosse série de défaites est venue mettre du plomb dans l'aile dans la saison et dans les ambitions, dans les objectifs de la saison de Antibes, qui n'ont plus goûté aux playoffs depuis 2 ans maintenant. Ça commence à faire long pour un club qui espère remonter rapidement dans l'élite, et donc à ma 3e place des équipes décevantes, je positionne Antibes. À la 2e place, maintenant, je pense qu'il est temps de parler de Fos-sur-Mer. Et oui, les Bayers. Honnêtement, ça fait mal, on était habitué quand même sur les 5-6 dernières années à voir Foss jouer le haut du tableau en Pro B, voilà, à faire l'ascenseur entre la Betclic Elite et la Pro B, et là c'est vrai que c'est une 2e descente en 3 ans, un bilan quand même assez catastrophique, je pense que c'est le mot. J'ai presque envie de dire que malheureusement, c'est un peu dans la continuité, c'est même totalement dans la continuité de l'année dernière, puisque les Phocéens s'étaient maintenus à l'arraché lors de la dernière journée. Et donc, en 3 ans, de passer de la Betclic Elite à la N1, forcément, c'est une énorme déception. Si je zoome maintenant sur le contenu, et ce qui fâchait, il y a eu plusieurs choses. Déjà, l'efficacité offensive des Bayers. Le jeu offensif a été vraiment pauvre, vraiment extrêmement pauvre. Foss avait d'ailleurs la pire attaque et s'en remettait très souvent, trop souvent même, à son scoreur soliste Robert Turner, qui a quitté Foss en cours de saison. Collectivement, c'était quand même assez dur, c'était même très dur de regarder des matchs de Foss cette saison. Assez rapidement, il y a eu un tel manque de confiance que les joueurs semblaient tétanisés, pris par l'enjeu et souvent ne prenaient pas leurs responsabilités. Maintenant,
Pour apporter aussi un petit peu de nuance à ce tableau déjà très sombre, c'est vrai que Foss n'a pas été verni avec un nombre de blessés incalculable, mais vraiment incalculable. Je ne me suis pas amusé à compter le nombre de matchs que Foss a joué avec un effectif au complet, mais je pense que ça devait se compter sur les doigts d'une main. Entre Damien Bouquet, Maxime Galin, Petit Niang, Junior Etou, Brandon Young quand il est arrivé, Willan Marianaïs, c'est vrai que ça a été très compliqué pour Rémi Juita de pouvoir aligner une équipe compétitive et de créer une alchimie avec des repères collectifs. Ça, additionné au fait que le roster de base n'était pas très profond, avec un banc jeune et inexpérimenté, eh bien c'est vrai qu'au final, avec un petit peu de recul, on se dit que les ingrédients quand même étaient réunis pour que Foss connaisse une saison un petit peu délicate. Et en général, c'est que quand il y a un élément qui commence à aller mal, eh bien c'est vrai que derrière, c'est un peu l'effet boule de neige et on arrive malheureusement à cette conclusion. Foss ne fera plus partie des clubs LNB la saison prochaine. Enfin, ma plus grosse déception de la saison, et là je suis je pense clairement biaisé parce que c'est le club que je supporte avec La Rochelle, voilà, c'est le club de ma ville, le club où je suis né, c'est Roanne, la chorale de Roanne. Donc Roanne forcément, l'une des premières raisons pour lesquelles on peut être déçu de la saison de Roanne, c'est parce que Roanne possède des moyens financiers un peu sans commune mesure avec ceux des autres clubs, avec la première masse salariale d'assez loin, avec 7 joueurs qui sont dans le top 20 des meilleurs salaires de Pro B. Donc forcément, déjà, en termes d'attente, ça pose le cadre. La barre est quand même mise très haute en termes d'attente. Et ça veut dire que, eh bien, dans le roster, il y a quand même des joueurs d'une qualité extrêmement importante. Clairement, sur le papier, Roanne avait peut-être la meilleure équipe en termes de CV, pas forcément en termes de complémentarité, on est bien d'accord. Sur le papier, Roanne semblait avoir monté une équipe rouleau compresseur avec clairement dans le roster 10 joueurs qui pouvaient prétendre à jouer au minimum 20 minutes, voire même parfois 25 minutes dans chacun des clubs de Pro B. Et donc forcément, quand on voit ça, on se dit qu'une armada a été constituée et qu'elle devrait rouler sur le reste de la Pro B. Encore une fois, on est sur de la théorie et sur du papier. Sur le terrain, ensuite, c'est complètement différent. Le deuxième point, forcément, qui m'a déçu, c'est au niveau de la dynamique. Il y a eu une dynamique assez inquiétante qui s'est installée au fur et à mesure de la saison. Si la première partie de saison a été assez positive, avec notamment un départ en fanfare, avec des joueurs quand même d'un talent supérieur, c'est vrai que sur la phase retour, eh bien, Roanne n'a pas affiché le bilan d'une équipe playoffable. Et ça, c'est assez inquiétant, parce que pour une équipe qui avait été renouvelée quasiment de toutes pièces, on pouvait assez logiquement s'attendre à ce que, justement, eh bien, avec les matchs qui vont s'enchaîner, la mayonnaise, l'alchimie, le collectif va commencer à prendre, les repères vont s'installer, et avec une telle qualité individuelle de joueurs, on pouvait s'attendre justement à ce que Roanne fasse un petit peu en mode diesel, à monte en puissance au fur et à mesure de la saison. Malheureusement, ça a été l'exact opposé. Et le pompon sur la Garonne, la cerise sur le gâteau, eh bien, c'est le finish. Au final, Roanne avait l'opportunité de terminer à la 4e place du championnat. Roanne devait pour ça s'imposer à Fos-sur-Mer, équipe déjà reléguée pour le dernier match de la saison, et Roanne a réussi l'exploit, voilà, de dilapider 11 points d'avance à l'entame du dernier quart-temps pour, voilà, se faire remonter. Il y a eu une prolongation, et bien évidemment, Roanne a perdu en prolongation et a donc terminé à la 5e place, synonyme d'affronter le 15e de Betclic Elite, donc le Portel, pour la suite que l'on connaît tous sur les playoffs. Donc voilà, ça vient clôturer une saison et une dynamique vraiment mauvaise sur la fin de la saison, et ça franchement c'est hyper décevant. Dernier point, là aussi un tableau pas forcément très reluisant, ça a été le manque de hiérarchie. On avait clairement une équipe très bonne, avec beaucoup de qualités individuelles sur le papier, pas forcément toujours hyper complémentaires, mais ça à la rigueur on peut trouver des solutions, mais c'est plutôt le manque de hiérarchie que je vais maintenant pointer. On avait une grosse équipe composée de joueurs, comme je l'ai dit, qui peuvent facilement revendiquer jouer 25 minutes dans chacune des équipes de Pro B. Chaque joueur pouvait sortir de sa boîte, sauf qu'on a eu le sentiment d'un manque de hiérarchie, d'un manque de rôle clair, voilà, ce qui a pu empêcher peut-être certains joueurs de s'exprimer, de trouver leur place, et surtout de construire un collectif solide, et surtout sûr de ses forces avec des repères. Donc voilà, quand on navigue un petit peu à vue tout au long de la saison, eh bien on arrive à ce bilan-là. Un manque peut-être de repères collectifs, un manque peut-être de leaders dans l'effectif. On ne savait pas forcément sur qui compter, quels étaient les leaders de l'équipe, quels étaient les joueurs qui allaient être mis sur le devant de la scène, quels étaient être les joueurs qui allaient finir les matchs. Assez compliqué lorsque l'on donne du temps de jeu à tout le monde, que les temps de jeu sont répartis. À mon sens, il a manqué
d'une hiérarchie assez claire. On peut répartir les temps de jeu, ça y a pas de souci, il y a des équipes au très haut niveau qui le font. Par contre, c'est vrai qu'il y a des hiérarchies, il y a des leaders qui, voilà, quand ça va mal, eh bien, vont être présents sur le terrain, vont prendre leurs responsabilités, et ça, c'est vrai qu'on ne l'a pas ressenti, notamment lors de la fin de la saison et des playoffs. Bon, maintenant, je vais m'intéresser aux équipes surprises, les équipes qui m'ont agréablement surprise cette saison. Et à la 3e place, eh bien, je vais commencer par le club de Vichy. Alors Vichy, déjà, le premier point est pourquoi c'est une équipe surprise. Encore une fois, je vais m'intéresser aux moyens financiers. On le sait, Vichy possède des moyens limités. Et d'ailleurs, dans ma preview d'avant-saison, eh bien, je leur prédisais une saison assez compliquée, puisque l'année dernière, déjà, Vichy a connu une saison d'exception. C'est clairement le terme, ils ont terminé 2e du championnat avec une équipe extrêmement jeune et à l'intersaison, eh bien, ils ont perdu des éléments forts, à commencer par le coach, l'architecte du succès de Vichy sur les dernières saisons, Guillaume Bizade, et également qui a été accompagné en Betclic Elite, pas forcément dans son équipe, mais dans d'autres équipes, par certains joueurs. Noah Penda avec Guillaume Bizade, Ilias Kamardine à Dijon et Mamadou Guissé du côté du CSP Limoges. Pour compenser tous ces départs, Vichy a fait venir un jeune coach assez inexpérimenté, Dounia Issa, et majoritairement des joueurs qui provenaient de National 1. Donc au vu de la transition opérée à l'intersaison, eh bien la saison vichysoise dans l'ensemble est quand même plus que réussie. Deuxième point, et j'ai commencé à en parler, le staff, Dounia Issa en tête, a su faire progresser son équipe tout au long de la saison pour signer un finish incroyable avec 8 victoires sur les 9 derniers matchs. De quoi terminer à la 9e place et de se qualifier pour le play-in où Vichy a continué sur son incroyable dynamique en remportant son premier match plutôt de play-in face à Antibes sur le score de 100-91 et puis Vichy n'a fait qu'une bouchée de Poitiers en remportant le match de 30 points à Poitiers. Et bien sûr, les Vichysois ne se sont pas arrêtés là puisqu'ils ont éliminé l'un des épouvantails de cette saison, l'ADA Blois, en 2 matchs secs sans l'avantage du terrain. Et ils ont ensuite poussé dans leur retranchement le futur finaliste, l'ASA, en demi-finale. Donc clairement, il y a eu un parcours magnifique, une dynamique vraiment d'exception sur la fin de la saison, ce qui promet peut-être de repartir sur de très bonnes bases la saison prochaine avec quand même plusieurs éléments du groupe qui ont été conservés. Maintenant, à la 2e place des équipes surprises, je vais parler du bourreau de Vichy en demi-finale, l'ASA. Ouais, clairement, quelle saison des Alsaciens. C'était clairement l'équipe poil à gratter par excellence. L'ASA comme Vichy possède des moyens limités, on l'a vu, ce qui permet encore plus d'apprécier à sa juste valeur la saison incroyable des hommes des Nemanja Bogavac. Et si vous vous souvenez bien, sur le graphique que je vous ai montré tout à l'heure sur le rapport entre la performance et les masses salariales, eh bien l'ASA était placé très très haut. Avec sa 6e place de saison régulière et son statut de finaliste des playoffs, on ne peut faire que de l'ASA l'une des plus grosses surprises de la saison et très peu de monde, je pense, s'attendait à une saison de ce calibre de la part du petit club alsacien. Dernier point, dans cette superbe saison, on peut souligner la qualité de scouting du staff qui a été chercher Shannon Boggs, voilà, dans le championnat hongrois. L'arrière américain a littéralement explosé cette saison en Pro B au point de se voir recruté par le MSB la saison prochaine où il découvrira déjà un club du top 6 et surtout il découvrira la Coupe d'Europe avec la Champions League. Donc bravo vraiment à Nemanja Bogavac et à tout le club et à toute l'équipe de l'ASA pour cette formidable saison. Et donc à la première place, et je pense que c'est une surprise pour absolument personne, la plus grosse surprise, le plus gros point positif de cette saison, eh bien c'est Aix-Maurienne. Et clairement, je pense qu'il n'y a pas de débat possible sur quelle est l'équipe qui a le plus surpris cette saison. Aix-Maurienne, c'est vraiment l'archétype de l'équipe qui lutte pour sa survie dans la Pro B depuis 10 ans. Et cette année, c'est Aix-Maurienne qui a réussi à se qualifier pour les playoffs. C'est un exploit, et je pèse mes mots. Un exploit, parce qu'avec Évreux, Aix-Maurienne, c'est l'équipe la plus pauvre en termes de budget et de masse salariale du championnat. Aix-Maurienne doit faire des paris tous les ans. Et ce qui a notamment été remarquable cette saison, c'est qu'en plus de ses bons résultats, Aix-Maurienne a produit un jeu hyper attrayant, hyper alléchant. Aix-Maurienne, d'ailleurs, possédait la meilleure attaque de la division. C'était tout simplement l'équipe qui scorait le plus de points par match. Et ça, tout le mérite en revient. Et c'est un autre point positif à Kenny Grant. Kenny Grant, un très jeune coach qui disputait sa première saison sur le banc de l'AMSB, Kenny Grant a su faire rayonner son équipe, il a su installer son plan de jeu, il a su extrêmement bien recruter. Je pense notamment à certains joueurs comme Siriman Kanouté qui a explosé cette saison sous ses ordres, et surtout, quand on parle de recrutement,
Quelle recrue en Carlos Pépin! Carlos Pépin, incroyable saison pour ce joueur absolument méconnu du grand public. Globalement, c'est toute l'équipe qui a réussi à être performante et à rayonner dans le système imposé par Kenny Grant, ce qui lui a d'ailleurs valu d'être recruté la saison prochaine en Betclic Elite par le Portel. Clairement, honnêtement, personne n'aurait pu prédire au début de la saison que Aix-Maurienne allait terminer à la 8e place, disputerait les playoffs. D'ailleurs, dans mon classement prévisionnel, si vous vous en souvenez, eh bien, je m'étais littéralement planté, mais sur toute la ligne, puisque j'avais mis Aix-Maurienne dans la charrette avec Évreux. Donc très clairement, on peut dire que Aix-Maurienne a déjoué tous les pronostics, le mien y compris, et comme toutes les petites équipes qui performent, eh bien maintenant, c'est là que le plus dur va commencer, puisque le groupe s'éclate, voilà, les meilleurs joueurs vont partir dans d'autres équipes, et il va falloir reconstruire avec le principal objectif, eh bien, de rester en Pro B la saison prochaine et de jouer le maintien. En tout cas, félicitations à Aix-Maurienne pour cette saison d'exception qui aura été une parenthèse enchantée pour tous les supporters d'Aix-Maurienne. Maintenant, petit instant un peu sympa, un peu rigolo. Petit flashback également, comme j'avais fait avec mon classement prévisionnel. Si vous suivez mes vidéos, vous savez que j'aime bien faire, au bout de 8 à 9 matchs dans l'année, faire des hot takes. Donc ce type de vidéo, vous savez, où au bout de quelques matchs, eh bien, on commence à prédire l'avenir et à faire des déclarations fracassantes sur ce qu'il va se passer sur la suite de la saison. Eh bien, je m'étais prêté au jeu avec Yanis Bourgeois, que je salue par ailleurs. Yanis Bourgeois, donc, c'est le commentateur de l'ADA Blois, et au bout de quelques matchs au début de la saison, on avait sorti quelques déclarations qu'il est grand temps de ressortir, vous allez voir, c'est assez drôle. Donc, la première hot takes de Yanis, c'était que Jonathan Jeanne jouera en Euroleague d'ici 3 à 4 ans. Alors très intéressante cette hot takes, on sait que Jonathan Jeanne est sur une trajectoire linéaire, il avait fait déjà une grosse saison la saison dernière, il a confirmé cette année, et voilà, avant le terme de la saison, il a été publiquement annoncé que Jonathan Jeanne allait jouer pour le MSB la saison prochaine. Alors ce ne sera pas l'Euroleague dès l'an prochain, mais ce sera la BCL, et clairement s'il confirme, eh bien pourquoi pas le voir dans un club d'Euroleague d'ici 3 à 4 ans. Première hot takes assez osée, mais qui part plutôt bien pour Yanis. De mon côté, j'avais dit que Nantes allait vivre la même saison que Fos-sur-Mer l'année dernière et pourrait descendre. J'étais pas loin de la vérité, il y a eu un changement salvateur pour Nantes, ça a été bien sûr l'arrivée de Rémi Valin, mais surtout du super meneur Kyle Ridley qui a clairement porté l'équipe de Nantes sur son dos. Au final, Nantes a terminé 16e, donc Nantes était pas si loin que ça quand même des dernières places, mais avait quand même un écart au final de victoire assez important entre Fos-sur-Mer le 19e et Nantes. On n'était pas loin de la correctionnelle quand même pour l'Hermine de Nantes. Pour sa deuxième hot takes, Yanis, quant à lui, avait parlé de Fos-sur-Mer et avait dit que Fos-sur-Mer allait être un concurrent très sérieux pour la qualification en play-off. Alors, désolé Yanis, mais là, pour le coup, c'est complètement à côté de la plaque. Fos-sur-Mer, c'est vrai, avait quelques joueurs très intéressants dans ce roster. On a vu qu'ils ont joué de malchance, le collectif n'a pas pris comme la saison dernière, j'ai envie de dire, et malheureusement, c'est une descente en National 1 pour Fos-sur-Mer. Désolé, mais là, Yanis, c'est raté. Pour ma deuxième hot takes, j'avais fait une déclaration assez osée, j'avais dit que l'ASA allait finir dans le top 6 et se qualifier donc pour les playoffs, sans passer par les play-in. Eh bien, j'ai visé dans le mille, puisque l'ASA a terminé 6e du championnat. C'est donc qualifié pour les playoffs sans passer par les play-in, et l'ASA a même encore été plus loin, puisqu'ils ont été jusqu'en finale du championnat. Là-dessus, j'avais eu le nez fin. Troisième hot takes de Yanis maintenant, qui avait déclaré que Pau Orthez allait réajuster son effectif pour atteindre ses objectifs. On était dans la période où ça allait un petit peu moins bien pour Pau Orthez, et effectivement Yanis avait vu juste, puisque Pau Orthez a réajusté son effectif. Ils ont fait signer Mika Spite à la place du meneur effectivement Keshun Cheryl, ce qui a amené énormément de positifs et de bien à Pau Orthez, qui a su faire d'ailleurs une fin de saison eux aussi très intéressante. Pau Orthez a donc terminé à la 4e place, objectif plus ou moins atteint donc pour Pau Orthez. Bien vu Yanis. Pour ma troisième hot takes, quant à moi, j'avais déclaré que Lucas Duféal jouera en Betclic Elite la saison prochaine et rejoindra Le Mans. Je pense que voilà, ça se passe de commentaires, ça a été annoncé aussi avant la fin de la saison que Lucas Duféal allait rejoindre le MSB. Bon, voilà. Je sais pas si c'était si compliqué que ça à prédire. On sait que Lucas Duféal évoluait déjà sous les ordres de Guillaume Mussade la saison passée, qu'il avait fait venir Noah Penda avec lui cette année, avec le départ annoncé de Noah Penda en NBA. Voilà, je me doutais bien que Guillaume Mussade allait essayer de faire revenir avec lui Lucas Duféal. Quatrième et dernière hot takes ensuite de Yanis, qui avait déclaré que Chartres allait se maintenir en Pro B grâce
grâce au recrutement de Daisy Washington et Ike Nwamu. Encore une fois, comme pour Fos-sur-Mer, eh bien, Yanis a misé sur le mauvais cheval. Fos-sur-Mer et Chartres sont descendus. Il y a eu un petit coup de fouet, effectivement, avec les arrivées de Daisy Washington et Ike Nwamu. Ça n'a pas continué sur la durée et malheureusement, Chartres est descendu. Et pour ma dernière hot takes, eh bien, je m'étais intéressé à la chorale de Roanne et j'avais déclaré que la chorale ne montera pas en Betclic Elite, sauf s'il termine à la première place. Et effectivement, c'est ce qu'il s'est passé. Bon, voilà. Je commençais à pressentir que il y avait des équipes qui me semblaient collectivement plus fortes que la chorale. Ça s'est justifié et je pensais que si la chorale allait en play-off, la chorale n'irait pas au bout. C'est ce qu'il s'est passé et je ne m'attendais pas forcément à ce que la chorale termine 5e et affronte le 15e de Betclic Elite. Mais voilà, c'est quand même globalement intéressant de voir ce qu'il s'est passé par rapport à nos prédictions. Il y en a eu quand même quelques-unes où on a eu le nez assez fin et pour d'autres où c'est complètement raté. Mais bon, c'est le jeu de ses pronostics lorsqu'il reste une vingtaine, voire un peu plus de matchs à jouer. Bon, vous êtes encore là, je vous ai pas perdu, très bien. J'ai 4 faits marquants que je vais vous présenter. Le premier, voilà, je vais y passer assez rapidement, c'est les joueurs qui ont battu les records individuels cette saison. Les records au point, à l'évaluation, au rebond et à la passe décisive. Alors, je vais commencer par m'intéresser au joueur qui a battu le record de points de cette saison. D'ailleurs, c'est le même joueur qui a battu le record de points à l'évaluation, le tout lors du premier match de la saison. C'est un joueur intérieur jamaïcain qui évoluait chez un promu. Là, ça vous donne déjà quelques indices. Est-ce que vous l'avez trouvé? Je vous laisse encore quelques secondes pour y réfléchir. C'était le premier match donc de la saison face à Poitiers. Il joue chez un promu qui joue sous les couleurs noir et blanche. Maintenant, vous devez l'avoir. Je parle évidemment de Kentan Feissi qui a réalisé un match d'exception. Le meilleur match de sa carrière, sans aucun doute. 41 points, 16 rebonds, 49 d'évaluation. Donc avec 41 points et 49 d'évaluation, il a tout simplement battu le record. Et surtout, c'était le premier match, donc il a établi le record de la saison qui n'a pas été battu par la suite. 41 points et 49 d'évaluation. Un incroyable match de Kentan Feissi. Maintenant, un petit peu plus simple sur le joueur qui a réalisé le plus de rebonds sur un match cette saison, c'est Aaron Levaretti, le joueur de l'ALM Évreux, le meilleur rebondeur du championnat. Lui aussi, et là aussi c'est peut-être un fait marquant en lui-même, là aussi ça a été fait sur le premier match de la saison. Aaron Levaretti a capté pas moins de 21 rebonds sur le premier match, c'est assez incroyable. Et petite anecdote, là aussi assez sympa, Aaron Levaretti a capté au moins 10 rebonds sur 19 matchs de championnat. C'est-à-dire que tout simplement, 50% des matchs de Pro B, Aaron Levaretti a capté au moins 10 rebonds. Sacrée performance pour le prochain joueur de la chorale de Roanne. Et je vais finir avec le record de passes décisives sur un match cette saison. C'est un joueur, un meneur français qui n'est pas Antoine Aito d'ailleurs, mais c'est un joueur qui est descendu avec son équipe cette saison. Il évolue du côté de Fos, c'est Lucas Bourris. Alors ma petite déception, c'est qu'il n'a pas établi ce record sur le premier match de la saison comme Kentan Feissi et Aaron Levaretti, mais Lucas Bourris, il a quand même délivré 15 passes décisives le 13 décembre 2024 face à Antibes d'Antoine Aito, le meilleur passeur de la division. Maintenant, fait marquant numéro 2, ça concerne toujours des joueurs. Je me suis intéressé, comme la saison passée, au temps de jeu des jeunes joueurs, et notamment parce qu'on sait que de plus en plus, les jeunes joueurs sont responsabilisés en France, que ce soit en Betclic Elite, mais c'est encore plus vrai en Pro B. J'ai identifié quels étaient les joueurs de moins de 21 ans, c'est-à-dire qui sont nés en 2004 ou après, qui ont joué au minimum 12 minutes et ont disputé un minimum de 15 matchs cette saison. Alors, pourquoi 12 minutes et 15 matchs? Tout simplement parce que selon moi, lorsque l'on dispute au minimum 12 minutes sur au moins 15 matchs de la saison, ça montre qu'on est quand même pleinement intégré à la rotation d'un club professionnel, qu'on ne dispute pas uniquement 2-3 minutes voilà, dans le garbage time quand il y a 20 ou 30 points d'écart et qu'il reste 2 minutes à jouer. Et surtout, sur les 15 matchs, ça montre qu'il y a des entrées régulières. À titre d'exemple, ça a mis de côté certains joueurs, notamment Mathis Courbon. Mathis Courbon, qui est un joueur qui a disputé 23 matchs
avec la chorale de Rouen cette saison, mais avec 8 minutes de moyenne. Donc 8 minutes de moyenne, et surtout son rôle et ses entrées ont diminué au fur et à mesure de la saison. Il y a eu quelques matchs où il a disputé 15 à 16 minutes, ce qui a fait gonfler sa moyenne de temps de jeu, et par contre, à partir du mois de février, eh bien, on n'a quasiment plus revu Mathis Courbon dans la rotation de l'équipe rouennaise. Donc pour moi, c'était important, quand je parle de jeunes joueurs responsabilisés, d'avoir vraiment des entrées régulières avec un nombre de matchs minimum et un nombre de minutes minimum. Donc les 12 minutes et les 15 matchs, c'est vraiment un seuil plancher, et vous allez voir, la liste de joueurs qui correspond à ce profil, eh bien souvent, ils ont disputé beaucoup plus de 15 matchs, et surtout, ils ont disputé bien plus de 12 minutes de jeu en moyenne. Ce qui nous amène donc sur une liste de 14 joueurs. Donc 14 joueurs, c'est quand même un nombre de jeunes joueurs responsabilisés assez conséquent. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a dans cette liste des joueurs qui étaient déjà dans ce classement la saison dernière, et ça montre une certaine régularité, et ça montre aussi que ce sont des joueurs qui ont du temps de jeu, qui ont des responsabilités, et que ce sont déjà des joueurs qui sont en train de s'établir comme des joueurs importants de Pro B. Je pense notamment là sur la première ligne, quand je les vois, à Romain Parmentelot, Aurel Brenachemi et Maël Hamon-Crespin. 3 joueurs que l'on retrouvera toujours en Pro B la saison prochaine, du côté de Poitiers pour Aurel, du côté de Denain pour Romain, et du côté de Champagne Basket pour Maël Hamon-Crespin. Parmi les joueurs, effectivement, que peut-être on n'attendait pas dans cette liste, je vais parler de François Wibo, par exemple, qui avait connu pas mal de pépins physiques l'année dernière. Cette année, il s'est vraiment imposé dans la rotation de Rouen. Il a livré une saison très intéressante, et il évoluera du côté de Pau Orthez la saison prochaine. Il y a eu son coéquipier également, dont je peux dire quelques mots, Narcisse Ngoy, voilà, qui n'était pas forcément responsabilisé par la chorale de Rouen. Il a fait le choix de signer à Rouen, et il a livré vraiment une fin de saison absolument monumentale, au point d'être considéré pour moi comme l'un des pivots les plus prometteurs, et peut-être l'un des futurs pivots de demain en Pro B, mais surtout en Betclic Elite, puisque, je vous le rappelle, il a signé du côté de Bourg-en-Bresse, et il sera prêté l'année prochaine à Poitiers. Donc quand on parle de trajectoire ascendante et de gagne en responsabilité, c'est vrai que cette trajectoire un petit peu et cette ascension linéaire, elle est assez intéressante, et c'est aussi le cas d'autres joueurs comme par exemple Romain Walzel qui a connu, voilà, désolé pour la prononciation d'ailleurs, qui a connu un début de saison un petit peu compliqué. Il a su monter en puissance au fur et à mesure de la saison, et il a eu un rôle assez prépondérant avec l'ASA, notamment en play-off, dans des matchs à enjeu, dans des matchs qui comptent, et donc ça montre quand même que l'année prochaine, on peut avoir pour ambition et comme attente que Romain gagne encore plus en responsabilité et en temps de jeu avec l'ASA, dans un système qu'il connaît déjà, et sous la houlette de Nemanja Bogovac, un coach qui le connaît très bien. Donc c'est toujours super intéressant et important de vérifier que quand même, il y a de plus en plus de jeunes joueurs qui sont responsabilisés. À titre de comparaison, l'année dernière, il y avait un peu plus de jeunes joueurs responsabilisés, mais je n'avais pas forcément pris les mêmes critères. Il y en avait 19. Il y a eu quelques joueurs, je l'ai dit tout à l'heure au cours de la vidéo, qui sont partis en Betclic Elite. Je pense notamment aux 3 joueurs de Vichy, Noah Penda, Ilias Kamardine et Mamadou Guissé. Et puis forcément, je parle de jeunes joueurs, là j'ai pris des 2004, mais forcément, il y avait des joueurs qui étaient dans ce classement-là l'année dernière, qui ont pris un an de plus et qui n'y figurent plus. Ça a été le cas de quelques joueurs, je pense notamment à Assemian Moularé par exemple, et encore, il y en a d'autres. Donc voilà, je me suis arrêté au 2004, mais bon, les 2003 c'est quand même encore très très jeune, et quand on élargit un petit peu aux joueurs qui ont 22-23 ans et qui restent des jeunes joueurs, eh bien ça fait gonfler encore un peu plus ce chiffre. Maxime Sconard par exemple, le coéquipier de Thalys Soulac, ça reste un très jeune joueur qui a aussi beaucoup de responsabilités. Donc globalement, la tendance c'est que bien de plus en plus, les clubs font confiance aux jeunes joueurs et les mettent sur le terrain, et ça c'est super intéressant. Et sans nul doute, ce sera encore le cas la saison prochaine, et on va avoir des joueurs encore plus jeunes qui vont intégrer le championnat. On a vu dans les derniers mouvements notamment que La Rochelle a fait signer Maxence Lemoine et Yanis Allard, donc 2 joueurs, 2 prospects qu'on a déjà très très hâte de voir évoluer en Pro B la saison prochaine. Troisième et avant-dernier fait marquant, c'est peut-être celui qui a fait couler le plus d'encre tout au long de la saison et notamment à l'approche des playoffs, et bien c'est la nouvelle formule avec l'instauration d'un play-in et surtout l'intégration du 15e de Betclic Elite au playoff d'accession de Pro B. Alors oui, c'est un fait marquant, et comme je l'ai dit, ça a fait couler beaucoup d'encre. On parle pas mal d'un problème d'équité dans cette nouvelle formule.
Pourquoi? Eh bien parce que tout simplement, et c'est le point qui revient le plus souvent, c'est la différence de réglementation sur l'utilisation de joueurs étrangers. Le Portel, le 15e de Betclic Elite, évolue en Betclic Elite, et en Betclic Elite, on le sait, il y a le droit d'aligner 6 joueurs étrangers, dont 4 joueurs extra-communautaires, donc des Américains qui ne sont pas obligés d'avoir des passeports Bosman ou Cotonou. En Pro B, la règle est différente. On n'a pas le droit à 6 étrangers, on a le droit à 4 étrangers avec un seul joueur extra-communautaire. Donc forcément, lorsqu'on a le 15e de Betclic Elite, le Portel qui intègre les playoffs de Pro B, eh bien le Portel peut aligner jusqu'à 6 joueurs étrangers et jusqu'à 4 joueurs extra-communautaires. Et donc là, il y a déjà un premier décalage qui s'opère. Ça a d'ailleurs été dit récemment dans une interview par Thomas Andrieux. Donc Thomas Andrieux, je vous le rappelle, c'est le coach de Rouen qui a affronté le Portel en quart de finale et donc qui a décrié un petit peu ce manque d'équité entre l'utilisation des joueurs étrangers. Donc c'est forcément quelque chose qui peut faire débat lorsque l'on voit à quel point le Portel a survolé ses playoffs d'accession, et forcément ça amène à un autre point. Est-ce qu'on ne se dirige pas vers une ligue quasi fermée? Je parle bien évidemment de la Betclic Elite. Le championnat est passé de 18 à 16. L'année dernière, il y avait eu une seule montée. Cette année, il n'y a donc qu'une seule montée d'un club de Pro B, puisque l'autre montée, c'est le Portel qui a tout simplement sauvé sa place. Et donc, à terme, on va voir ce qui va se passer dans les prochaines années. Est-ce que le 15e de Betclic Elite va à chaque fois survoler et remporter les playoffs d'accession? C'est une tendance qui pourrait être amenée à se confirmer, et si c'est le cas, ça posera clairement cette question, est-ce qu'il ne vaudrait mieux pas peut-être faire une seule montée de Pro B, le vainqueur des playoffs, sans qu'on ait le 15e de Betclic Elite qui soit intégré aux playoffs de Pro B, comme ça a été le cas l'année dernière avec le Portel, avec La Rochelle, qui a remporté les playoffs et qui a été l'unique montée. Car quel intérêt d'avoir le 15e de Betclic Elite qui roule sur tout le monde lors des playoffs de Pro B? Je vous pose la question, est-ce que ça a un intérêt? Personnellement, je ne pense pas. Mais là encore, il faut attendre de voir et avoir un petit peu de recul sur les prochaines saisons pour voir si vraiment c'est quelque chose qui est amené à se répéter dans le temps. On pourrait imaginer, par exemple, par rapport à la règle d'utilisation des joueurs étrangers, eh bien, que le club 15e de Betclic Elite adopte le règlement d'utilisation des joueurs étrangers des clubs de Pro B et ne puisse aligner que 4 joueurs étrangers, ce à quoi je nuancerai. Sur le papier, ça peut sembler une bonne idée, dans les faits, j'en suis pas convaincu et je vais vous expliquer pourquoi. Pourquoi? Parce que si l'on prend l'exemple du Portel cette saison, le Portel a donc disputé les playoffs d'accession avec 6 joueurs étrangers, dont 4 joueurs américains. Maintenant, projetons-nous dans le cas du Portel. En début de saison, le Portel a construit son équipe pour évoluer en Betclic Elite et pas pour évoluer en Pro B, et pas en se disant que potentiellement, à la fin de la saison, le Portel va évoluer dans les playoffs d'accession de Pro B. Et donc, aujourd'hui, si on prend le roster du Portel, si jamais il devait se plier à cette règle de 4 joueurs étrangers avec un seul Américain en Pro B, eh bien tout simplement, le Portel, il ferait jouer qui? Le Portel, j'ai regardé le roster, le Portel, si tu leur enlèves ces 3 joueurs américains, le Portel, dans leur rotation, il n'aurait plus que 7 joueurs à aligner, et dans ces 7 joueurs, il y a Christopher Ebenangombe, donc qui n'est pas en contrat professionnel. Donc ça voudrait dire quoi? Que le Portel devrait jouer avec 6 joueurs? Pour moi, c'est clairement pas possible et c'est clairement pas viable. Donc il y a peut-être d'autres solutions à trouver que d'aligner, on va dire, le nombre de joueurs étrangers du 15e de Betclic Elite à ce qui se fait habituellement en Pro B. C'est peut-être pas là la solution, parce que forcément, ça va créer un désavantage qui va être beaucoup trop grand en termes de nombre de joueurs disponibles au final. Et pour les personnes, effectivement, qui reprocheraient au Portel d'avoir recruté un joueur à l'entame des playoffs, là aussi, je pense qu'il faut nuancer. Aaron Leverity, le meilleur rebondeur de Pro B, a signé au Portel, mais c'est en qualité de pigiste médical, puisque Yvan Février a été blessé avant le début des playoffs et donc le Portel l'a remplacé. Je vous l'accorde, le problème d'équité qui là s'est posé, c'est de remplacer un joueur français par un joueur étranger, mais tout simplement le Portel a pu le faire parce que dans leur championnat, en Betclic Elite, ils peuvent aligner jusqu'à 6 joueurs étrangers. Donc clairement, je pense qu'il y aura toujours des pour et des contre, des avantages, des inconvénients, des personnes, des clubs, voilà, des entraîneurs, des coachs, des joueurs qui vont se sentir lésés. Je ne sais pas quelle est la solution. Il faudra voir à l'avenir si tout ça
tend à se confirmer, pourquoi pas, comme je l'ai proposé, avoir uniquement une montée, le vainqueur des playoffs d'accession de Pro B, et laissons les équipes de Betclic Elite jouer entre elles, laissons les équipes de Pro B jouer entre elles. On pourrait se demander quel est l'intérêt de la saison régulière. Eh bien, comme la saison dernière, tout simplement. La saison régulière, l'intérêt, déjà, d'une part, pour la majorité des équipes, c'est de se qualifier pour les playoffs, et ensuite, c'est d'avoir l'avantage du terrain. Si La Rochelle a réussi à le faire l'année dernière en étant premier de la saison régulière et premier des playoffs, en gagnant les playoffs, eh bien c'est possible. Et je pense que voilà, si on veut rester sur une ligue quasi fermée, eh bien je pense que cette formule-là serait peut-être la meilleure, ou en tout cas la moins pire. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Ok, maintenant, quatrième et dernier fait marquant, et je vous promets, c'est bientôt la fin de la vidéo qui commence à être très longue. Eh bien, le dernier changement en date, vous l'avez vu passer ces dernières semaines, ces derniers jours, c'est le changement de naming et de logo de la Pro B qui ne s'appelle plus Pro B désormais, mais qui s'appelle l'Elite 2. La LNB a souhaité uniformiser l'appellation des divisions professionnelles masculines du basket français, et donc la Pro B devient l'Elite 2, tandis que la Betclic Elite, eh bien, reste la Betclic Elite. Et en ce qui concerne les championnats espoirs, vous le voyez avec les logos, eh bien tout simplement, le championnat Espoir Pro B devient donc l'Espoir Elite 2. Ce changement s'accompagne donc d'une nouvelle identité visuelle et de nouveaux logos. Je vous pose la question, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, ça va permettre d'améliorer la visibilité, la lisibilité de la première division et de la deuxième division? En ce qui me concerne, je n'ai pas d'avis particulier. C'est pas mal, voilà, qu'il y ait une uniformisation sur l'appellation des deux divisions. On sait qu'il y a pas mal de personnes qui continuent d'appeler les deux divisions la Pro A et la Pro B. Ça a marché très bien. Il y a encore une majorité de personnes qui sont attachées à cette appellation-là. À voir si l'Elite 2, ça va changer beaucoup de choses. Honnêtement, je ne le pense pas. Si l'on parle d'améliorer la visibilité, la lisibilité, ça passe aussi forcément par s'intéresser aux audiences, forcément, aux droits TV, à DAZN. On sait que d'année en année, on est toujours bourlingué entre Sport+, Canal+ Sport, RMC Sport, DAZN, Squeak, etc. Il faut que ça se stabilise, il faut qu'il y ait de la lisibilité en clair aussi pour le basket. Et puis, eh ben, forcément, en termes de formule, intégrer le 15e de Betclic Elite au playoff d'accession de Pro B, je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que c'est pas quelque chose de hyper clair pour le grand public. Mais bon, ça n'engage que moi. Et puisque l'on parle de lisibilité et de visibilité, dernier petit point en ce qui concerne les affluences de Pro B. Chaque année, on a de plus en plus de spectateurs dans les salles de Pro B. Alors cette année, il y a peut-être un élément un peu particulier, c'est parce que on a de plus en plus de clubs, on a de plus en plus de clubs qui ont aussi des salles avec des capacités de plus en plus importantes. Comet déjà depuis l'année dernière, le SCAB avec l'Arena Métropole, et puis Caen, on sait, a une très belle salle, un très bel écran. Chartres également a une salle avec une capacité intéressante, ce qui fait donc un remplissage des salles aussi plus conséquent. En tout cas, on bat d'année en année des records. Je vous l'affiche à l'écran, 2785 spectateurs en moyenne dans les salles de Pro B, un taux de remplissage de 76%, c'est là aussi un record. Et puis, on a encore battu la plus grosse affluence lors d'un match de Pro B, c'était à l'occasion du match entre Orléans et la DA Blois avec 10 134 spectateurs venus constater et admirer ce choc entre deux des plus grosses équipes de la division. De plus en plus de personnes donc dans les salles de Pro B. J'espère que de plus en plus de personnes vont continuer à s'intéresser à la Pro B, qui est considérée et qui est peut-être même la meilleure seconde division d'Europe. On adore ce championnat qui est d'année en année toujours plus fort et toujours plus dense. Voilà, on arrive à la fin de cette très longue vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à réagir sur chacun des points de cette vidéo. Quelles sont les équipes qui vous ont surprise? Quelles sont les équipes qui vous ont déçu? Que pensez-vous des différentes performances individuelles? Que pensez-vous de la formule des playoffs d'accession, de l'intégration du 15e au playoff, etc. J'espère encore une fois que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à mettre un petit pouce bleu, un petit s'abonner, ça fait toujours plaisir. J'espère que vous allez continuer à suivre la Pro B la saison prochaine, ou alors que ça vous a donné envie de vous intéresser à ce championnat. Je me suis régalé à tourner cette vidéo. Je remercie encore une fois Yanis Bourgeois pour la vidéo sur les outtakes, à Ballmetrics également pour les différents graphiques qui sont toujours hyper intéressants. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour, en ce qui concerne la Pro B, pour l'arrivée des previews d'ici la fin de l'été.
C'était Ben pour Backcourt, je vous souhaite un très bel été, et une vidéo de ce type va très rapidement arriver sur le gros bilan de la saison de Betclic Elite. Allez, bonne semaine, bye bye.